Nadim Mouri, directeur du centre de recherche Arab Reform Initiative, est l'invité de ce grand reportage. Bonjour. Bonjour. Alors, parmi toutes les crises évoquées, c'est bien sûr la guerre entre Israël et le Hezbollah qui inquiète tout particulièrement en ce moment, avec la crainte d'une escalade et d'une attaque au sol. Après les coups que l'armée israélienne vient de porter au Hezbollah, est-ce que vous pensez ce mouvement très affaibli et est-ce qu'il a perdu de la crédibilité ou est-ce qu'il a les moyens de rebondir et de répliquer avec l'aide de l'Iran? Oui, effectivement, le Hezbollah est affaibli, mais il est loin d'être abattu. Je pense même les Israéliens le savent très très bien. Le Hezbollah est un mouvement qui a été construit sur un modèle de résilience. La majorité des leaders du Hezbollah ont été assassinés de par l'histoire du mouvement. Donc ils ont été construits dans leur ADN, on va dire, on remplace les commandants, etc. Mais ce qui est clair, je dis souvent qu'en 2006, Israël avait sous-estimé Hezbollah. Et en 2024, peut-être c'est le Hezbollah qui a sous-estimé Israël. Ils ont réussi, on va dire, à avoir des informations qui leur ont permis d'assassiner nombre de commandants. Ils ont réussi, on va dire, à assassiner, à tuer nombre des combattants du Hezbollah. Mais le Hezbollah garde encore beaucoup de combattants. Il reste très motivé. Et même s'il est affaibli, notamment Hassan Nasrallah et le mouvement gardent quand même le soutien de leur communauté immédiate. De leur communauté immédiate. Et puis, beaucoup de Libanais disent que la guerre à Gaza n'est pas leur guerre, sauf que s'il y a invasion israélienne sur le sol libanais, là, ça changera peut-être la donne et ça peut renforcer l'adhésion au Hezbollah. Vous savez, les Libanais aujourd'hui se sentent entre des choix impossibles. Et, une grande partie de la population libanaise, depuis le début, n'a pas voulu de ce conflit. Après, on sait très bien que la souveraineté libanaise n'existe pas depuis très longtemps. Et le Hezbollah n'aura pas demandé l'avis. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que les Libanais n'ont pas d'empathie, ne voient pas les crimes et le génocide même qu'Israël est en train de commettre à Gaza. Et il faut savoir que les Libanais ont eux-mêmes subi les foudres d'Israël pendant très très longtemps. Donc il y a quand même, donc les Libanais disaient c'est pas notre bataille, ou une grande partie des Libanais c'est pas notre bataille, mais en même temps on a de l'empathie. Et peut-être nombre d'eux ont dit peut-être que le pari de Hezbollah d'empêcher qu'Israël nous touche tous va réussir. Effectivement, aujourd'hui il y en a qui sont en colère. Est-ce qu'ils sont plus en colère avec Israël qu'avec le Hezbollah? Ça dépend des personnes. Mais je ne pense pas que ça va pouvoir se manifester d'un mouvement de masse contre le Hezbollah ou d'adhésion à un projet israélien. Je pense que les Libanais sont très très fatigués. Ils ont juste envie de vivre, au fait, en grande partie. Mais en même temps, il faut le souligner, on a vu une mobilisation incroyable ces derniers quelques jours. Combien elle va durer, je ne sais pas, parce que des gens qui n'ont même pas accès à leur propre compte bancaire depuis des années se sont mobilisés avec des petits moyens, ont ouvert leurs maisons à des populations avec qui ils ne sont pas nécessairement d'accord politiquement. Donc il y a une vraie solidarité. Je ne veux pas être trop romantique là-dessus parce qu'il y a des divisions en dessous de la surface, mais il y a une vraie solidarité dans un État qui est complètement absent. Vous vous rendez compte, on n'a même pas entendu le ministre de la Défense parler depuis ça. Dans quel pays au monde un pays est en guerre, il y a 500 personnes qui sont décédées en 24 heures. On ne sait pas quel est le rôle du ministre de la Défense, quel est le rôle de l'armée libanaise, quel est le rôle de la FINUL aujourd'hui. Et alors justement, il faut parler de l'armée libanaise. En fait, le Hezbollah est bien plus puissant que l'armée. Oui, le Hezbollah est bien plus puissant que l'armée. Mais vous savez, aujourd'hui, pour moi, c'est une chronique d'échecs annoncés, échecs au pluriel. Quelque part, c'est l'échec de la communauté internationale. Pas simplement au Liban, mais une communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Occident, qui pendant 11 mois n'ont pas pu arrêter cette folie israélienne à Gaza. C'est l'échec d'un équilibre régional où on a pensé qu'entre Israël, les pays du Golfe, on va faire une paix qui va oublier les Palestiniens, qui va oublier l'Iran, etc., et que ça va perdurer. Bien sûr, c'est un échec aussi régional et international par rapport au Liban, parce qu'il faut se rappeler que les Libanais se sont soulevés pour un État en 2019. Ils se sont soulevés en masse. Il y avait des manifestations populaires. Des manifestations énormes. Et quelque part, là aussi, on ne les a pas suffisamment soutenus, à mon avis. Il y a beaucoup de critiques à faire entre nous, entre Libanais,
mais je pense quelque part, incluant en France, il y a eu une forme de cynisme après quelques mois. Laissons les mêmes, on rejoue le même jeu. On rejoue le même jeu et on se retrouve dans une situation, dans un pays aujourd'hui qui n'a ni État, ni armée qui fonctionne pour protéger le pays. Le Hezbollah, effectivement, tient le pays en otage, mais en même temps, personne n'est en train de restreindre Israël. Donc on dit aux Libanais, croyez au droit international. Ils vont dire non, le droit international n'a jamais rien fait. Et en même temps, ils disent, à quel sein vont-ils se vouer? En fait, je pense, quand je parle à mes amis aujourd'hui, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous dites rien n'est fait. Après l'explosion du port de Beyrouth, Emmanuel Macron avait, en tout cas par le discours, il avait interpellé la classe politique libanaise. Il avait essayé de faire bouger les choses en mettant la pression. Ça n'a pas du tout fonctionné. Pour quelle raison, à votre avis? Moi, je suis assez critique parce que les paroles n'ont pas été suivies par des actes, honnêtement. Quel acte voulons-on parler? En fait, les Libanais, qu'est-ce qu'ils voulaient en 2019? Ils avaient posé le bon diagnostic. C'était la culture de l'impunité au Liban. Les Libanais voulaient mettre fin à la culture de l'impunité. Ils voulaient que ceux qui sont responsables de l'explosion du port, ceux qui sont responsables de la crise financière, ceux qui sont responsables de l'éclatement de l'État, honnêtement, nous fichent la paix, hein, pour être tout à fait... Qu'a fait la France à un moment donné? Effectivement, le président Macron était allé au Liban et il avait annoncé quelque part, il avait fait une espèce de bain de foule, il a fait son propre « je vous ai compris ». Mais 2 mois plus tard, on était revenu à des espèces de deals dans des antichambres pour dire, bon, ben si on fait Slimane Frangi est président avec ce Premier ministre et on parle avec ceci et qui parle pour la société civile, etc. Je pense, on a manqué d'imagination au niveau international et au niveau français. On est retombé dans des réflexes. Ça ne veut pas dire que les choses auraient été faciles, mais on a manqué d'action. La France a le mérite quand même de continuer d'essayer, mais c'est plutôt à un niveau rhétorique, à mon avis, qu'avec un vrai plan. La coordination américaine-française n'a pas abouti. Il n'y a pas eu suffisamment d'actes. Je vous donne 2 exemples très simples. La grande partie de la classe politique libanaise a des fortunes en France et en Europe. Okay? Combien de ces maisons, de ces villas dans le 16e, sur la Côte d'Azur, ont été saisies? Un deuxième point, l'enquête sur le port, l'explosion. On nous avait promis, il y avait une enquête française qui avait été dispatchée sur place. Ils avaient recueilli peut-être des preuves, on n'en sait rien. On n'a jamais eu de retour sur ce qui s'est passé par rapport à l'explosion du port. Donc, si vous voulez, toute cette impunité, ça finit par créer un système où les gens qui nous dirigent ne se sentent responsables de rien. Et ce qui peut expliquer aujourd'hui que aucun responsable libanais ne parle aux Libanais. Aucun responsable. Il n'y a que le ministre de la Santé qui est en train d'essayer, avec ce qu'il a des moyens, avec le soutien des ONG, des organisations internationales, de garder les hôpitaux en état de fonctionner. Mais quand je vous dis que le ministre de la Défense n'a même pas pris la peine de parler aux Libanais, vous vous rendez compte? On ne leur a même pas dit quelle route prendre pour évacuer. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une oligarchie mafieuse au Liban? Ah, bien sûr, on peut aller même plus que ça. C'est une oligarchie mafieuse, criminelle, qui a tué des gens. Je veux dire, qu'ils soient mafieux et qu'ils soient enrichis sur les dos de l'État, ça, on le savait. Mais avec l'explosion du port, on s'est rendu compte, parce qu'ils savaient tous qu'il y avait ces produits très dangereux au port, et aucun d'entre eux n'a ressenti le besoin de faire quoi que ce soit. À minima, c'est une négligence criminelle. C'est à minima. Et s'il y en a quelques-uns qui l'ont mis là exprès, ce serait une responsabilité criminelle directe. Et le Hezbollah, qui se prétendait différent des autres, ne semble pas échapper à la corruption? Non, effectivement, le Hezbollah, vous savez, il s'est souvent présenté comme n'étant pas corrompu. Peut-être sur la corruption, son modèle est différent, parce que le Hezbollah, il existe en parallèle à l'État. Hein. Il préfère laisser à ses alliés le boulot de tout prendre au sein de l'État. Mais le Hezbollah, on l'a découvert depuis très longtemps, si eux-mêmes ne sont pas directement corrompus dans les affaires d'État, en 2019, ils sont montrés comme la garde républicaine de ceux qui sont corrompus. Parce qu'au moment des manifestations, quand cette classe, les oligarques, étaient complètement perdus, affaiblis, etc., qui s'est dressé devant les manifestants? C'était Hassan Nasrallah. Et beaucoup de Libanais se rappellent de cela. Moi, j'étais dans les rues et je me rappelle très, très bien.
C'est Hezbollah qui était encore robuste et solide et qui a fait face aux manifestants et qui leur a dit « Vous ne ferez pas chuter le régime ». Pourquoi ? Parce que pour Hezbollah, un régime faible le convient très très bien. Il peut continuer à exister parce que personne ne va demander des comptes au Hezbollah puisqu'il n'y a personne qui est présent. Donc, vous savez, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'on dit aux Libanais, choisissez entre Hezbollah et Israël. Les Libanais ne veulent pas faire ce choix. Bien sûr qu'il y a une grande majorité dirait toujours, non, on reste Libanais et le Hezbollah est Libanais. Et les Libanais se rappellent pas simplement l'invasion de Beyrouth en 82. C'est que Israël a occupé le Liban jusqu'en 2000. Donc aujourd'hui, quand on dit aux Libanais, bon, peut-être il faut faire une zone tampon du côté libanais. Non, on a vécu avec ça jusqu'en 2000. Si les Israéliens veulent une zone tampon, qu'ils la fassent de leur côté de la frontière. Alors là, la situation semble inextricable. L'État est donc l'économie est à genoux. On entendait cette jeune femme qui dit il n'y a pas du tout d'emploi, hein, et en particulier pour les jeunes. Donc on voit l'énorme difficulté qui est évidemment renforcée là encore par les bombardements israéliens où il y a des infrastructures qui sont détruites. Oui, je veux dire, le pays est en chute libre depuis quelques années économiquement. Il vit à partir de deux sources de revenus, hein, la diaspora, qui continue à être très généreuse, donc voilà la diaspora, une saison d'été où la diaspora va aller au Liban, autour de Noël, etc. Et l'aide humanitaire, qui en a de moins en moins, mais qui filtre et qui aide surtout aussi des réfugiés, des déplacés. Mais le modèle est à genoux. Ce qu'il faut, c'est un vrai projet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour avoir un vrai projet pour le Liban, il faut qu'il y ait un vrai projet régional. Et pour voir un vrai projet régional, il faut qu'il y ait un équilibre international. Donc, vous voyez, on se sent très, très petit, quelque part. Et les Libanais essayent de bidouiller entre-temps, de gagner du temps, de laisser passer le temps. Et c'est vrai que on ne leur donne pas trop le temps de s'organiser, ou même de respirer. Donc, vous savez, quand les Israéliens survolent Beyrouth et à travers le mur du son, etc., il faut se rendre compte que les Libanais sont encore traumatisés par l'explosion du port du 4 août. Les enfants sont encore traumatisés. Donc chaque fois qu'il y a une explosion, et aujourd'hui, là, il vient d'avoir 10 explosions pendant qu'on était au studio, il y a une espèce de traumatisme que les gens revivent, et une forme de nihilisme, parce qu'en fait, cette guerre, c'est une guerre pour quoi et pour qui ? En fait, c'est ça que les gens ne comprennent plus. Hein, c'est là où je dis aussi un échec de la communauté internationale. Et un échec, bien sûr, de Hezbollah et d'Israël et des Iraniens et de tout le monde, quelque part. Parce que Hezbollah dit que c'est un front de soutien à Gaza. Qu'est-ce qui reste de Gaza aujourd'hui ? Et aujourd'hui, dans cette logique mortifère, que veut faire Netanyahou au Liban ? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il va déloger Hezbollah du Liban ? Je pense même que ces généraux savent que c'est impossible. Oui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut que les Israéliens du nord d'Israël puissent rentrer chez eux, puisqu'ils ont eux-mêmes été déplacés sous la pression des tirs de roquettes du Hezbollah. Effectivement, mais il faut savoir quelle a été la période la plus calme à la frontière. C'est la période après 2006. C'est la période où il y a eu cette espèce d'équilibre de la terreur entre Israël et Hezbollah. Après le retrait d'Israël et après la guerre de 2006, où il y a eu quelque part voilà, Israël et Hezbollah se tenaient chacun sur un point, et au fait, ça a été la période la plus calme à la frontière. Donc, vous voyez, peut-être que l'équilibre, Israël veut imposer ses termes toute seule. C'est ce qu'elle a essayé de faire jusqu'à très longtemps au Liban, et ça a échoué. Et à chaque fois qu'elle a essayé de le faire, par la guerre, par la violence, elle a au fait créé des formes d'anticorps. D'accord ? Elle a voulu se débarrasser des Palestiniens du Liban en 82. L'invasion du Liban a été d'une violence incroyable. Ils ont réussi à déloger les Palestiniens du Liban, les factions armées. Et qu'est-ce qu'ils ont créé ? Le Hezbollah, qui s'est organisé, qui a été créé à l'époque comme mouvement de résistance. Donc Hezbollah a été créé comme une réaction, comme un anticorps dans une communauté chiite qui s'est radicalisée pour faire face à l'occupation israélienne. Je ne sais pas où va cette guerre. Okay. Je ne pense pas que Israël peut la gagner dans le sens conventionnel. On ne gagne pas des guerres comme ça asymétriques. Mais ça risque, d'après vous, de radicaliser encore d'autres... Bien sûr, les gens vont se radicaliser. Quelle forme ça prendra, je ne sais pas. Mais je veux dire,
Et au fait, Israël s'est radicalisé aussi. Pourquoi on parle simplement de la radicalisation du côté du Liban, du côté des Palestiniens? Est-ce qu'on entend ce que les ministres israéliens annoncent tous les jours? Des formes ils nous promettent de nous anéantir, de nous faire disparaître, de nous rendre à l'âge de pierre, etc. C'est une forme de violence incroyable, barbare, mais avec des méthodes technologiques du 21e siècle. Voilà, donc je pense... Et on voit... Alors ils disent quand même, leur ennemi c'est le Hezbollah, c'est pas les Libanais. Vous savez, ça on ne le croit pas trop au Liban. On ne le croit pas trop parce que, vous savez, même là, l'attaque aux walkie-talkies, etc., qui a été célébrée comme un espèce de grand succès technologique, ce n'était pas du tout pour moi. Pour moi, c'était une attaque terroriste. Et le Haut Commissariat des droits humains aux Nations Unies est d'accord avec notre qualification. Qu'à 3 heures de l'après-midi, des milliers de téléphones, de beepers, de walkie-talkies explosent en plein milieu, même si c'est dans une communauté qui soutient le Hezbollah. Vous savez, moi je le dis toujours, en Israël, il y a un demi-million de réservistes. D'accord ? Est-ce que si demain, Hezbollah avait les moyens techniques de distribuer des téléphones à ces demi-millions de réservistes et de faire exploser ces téléphones quand ils sont à la plage, dans les supermarchés, comment le monde va décrire cette attaque ? Je pense qu'ils vont dire que c'est une attaque terroriste. Donc quand Israël le fait, et que c'est une gamine de 10 ans qui va chercher le beeper de son père parce qu'il est en train de faire la sieste, c'est une attaque terroriste. Ou une caissière qui est en face d'un gars qui est peut-être dans Hezbollah, mais on ne sait pas, est-ce qu'il est combattant dans Hezbollah ou est-ce qu'il est responsable dans un hôpital, parce qu'ils ne sont pas tous non plus des cibles légitimes selon le droit international. Et c'est la caissière qui perd les yeux. C'est une attaque terroriste. Je sais que ces mots, on nous empêche de dire ces mots. Ces mots sont censés être que pour nous les Arabes. Mais nous aussi aujourd'hui, on ne les accepte plus. Quand 500 Libanais et Libanaises sont morts en 24 heures, moi je ne peux pas l'accepter. Je veux dire, on n'a même plus le droit d'enterrer nos morts d'une manière digne. Et ils pensent après qu'on va tous vivre en paix. C'est impossible. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai échec international. Hier, il y a une grande initiative internationale. La France et les États-Unis, les deux grandes puissances, qui annoncent un cessez-le-feu. Voilà, qui demandent un cessez-le-feu. Et Netanyahou est censé dire oui, on est d'accord. Et quelques heures plus tard, on voit une intensification des attaques. Et personne, il est responsable de rien. Quelqu'un où il y a un mandat qui doit censé être sortir de la Cour pénale internationale. Et ça fait des mois, on attend. On n'a jamais attendu autant. On n'a pas attendu autant pour Poutine. Est-ce que Netanyahou est plus puissant que Poutine? Pourquoi la Cour pénale internationale n'ose pas sortir le mandat que le procureur de la Cour avait demandé? Et là, il peut voyager à New York tranquillement, parler devant tout le monde, comme si c'était un chef d'État comme les autres. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot de la situation humanitaire, parce qu'il y a donc des centaines de milliers de déplacés. La situation est-elle gérable dans un pays où il y a déjà beaucoup de réfugiés? La situation est très compliquée. Au fait, si vous voulez, la situation est tenue aujourd'hui par des efforts de mobilisation individuels et au niveau communautaire. Il n'y a pas un Libanais qui ne reçoit pas une quinzaine de messages tous les jours pour acheter des matelas, pour ouvrir des maisons, pour préparer des écoles publiques. L'État n'a rien fait. Ça fait 11 mois qu'ils nous disent qu'ils avaient un plan d'urgence, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que la situation est gérable? Tout dépend combien va durer cette situation et avec quelle intensité. Jusqu'à maintenant, vous savez, j'ai toujours dit au Liban, on n'a jamais manqué de nourriture. Okay, c'est un pays où on ne manque pas de nourriture. Mais par contre, les gens il y a une limite de ce que les gens peuvent faire sans vrai soutien structurel. Et il y a une limite à la solidarité, puisqu'on a vu que ces derniers temps, compte tenu de la crise économique, les réfugiés syriens étaient de plus en plus mal vus et même incités à retourner dans leur pays d'origine. Oui, ça fait quelque temps depuis la crise. Effectivement, je veux dire, les choses sont très tendues, ça varie d'une région à l'autre. Il y a déjà eu quelques incidents individuels. Et il y a eu cette situation quand même assez bizarre où il y a des Libanais qui vont aller se réfugier en Syrie, alors que des Syriens restent réfugiés au Liban. Donc effectivement, il y a un vrai risque. Il y a même dans certaines communautés au Liban, il y a eu des réactions disant à des gens qui sont venus, on ne veut pas que vous veniez chez nous parce qu'on a peur que si vous venez chez nous, qu'on soit bombardés nous-mêmes. Donc tout n'est pas rose. Mais vu les tensions qui existaient avant, vu les vraies tensions et les divisions dans la société libanaise, moi je trouve honnêtement ce qui s'est passé cette dernière semaine est presque pour moi du miracle jusqu'à maintenant. Que les gens soient prêts à se mobiliser, soient prêts à les quelques 200-300 $ qu'ils peuvent encore accéder de leur compte, de les partager avec d'autres avec qui ils ne sont pas particulièrement d'accord depuis très très longtemps. Jusqu'à combien ça va durer, on ne sait pas.
Merci Nadim Houry. Liban, au pays des 1001 crises. Le grand reportage de cette semaine était signé Christian Chesneau. À la réalisation Annie Brault, à la technique Jean-Guilain Meige, au web Caroline Beneteau. Merci à Patricia Miura et Véronique Lefalère pour la documentation. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.